mécanique et en cinématique du point matériel. D'accord. Donc, on va reprendre l'esprit de ce qu'on avait entamé ensemble la semaine dernière, à savoir finalement exprimer le vecteur position et vitesse dans les différents systèmes de coordonnées. Donc, il y en a un certain nombre, les systèmes de repérage cartésien que vous connaissez depuis le lycée. On a introduit également le système de repérage cylindrique, qui est nouveau pour vous, le polaire et le sphérique. Et à chaque fois, on exprime le vecteur position, les coordonnées associées, la base orthonomée directe également. Et à chaque fois, on a écrit l'expression vectorielle du vecteur position qui repère le point M à chaque instant. Et on avait commencé vendredi à exprimer le vecteur vitesse instantanée. D'accord. Vous devez différencier du vecteur vitesse moyenne, défini par la dérivée temporelle du vecteur position. Donc vecteur vitesse instantanée, on avait étudié ici ce vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. Alors il y a deux méthodes. Donc ça c'est pour l'école qui arriveront au semestre 2, hein, d'accord. Semestre 2 évidemment, attention. On peut vous demander de retrouver l'expression du vecteur vitesse instantanée, soit par dérivation temporelle du vecteur position, soit c'est un peu plus complexe pour vous, c'est nouveau. C'est ici étudier un vecteur déplacement élémentaire qui traduit un déplacement élémentaire du point M entre deux instants infiniment proches, t et t plus dt. Donc là, c'est très important de faire le schéma et traduire les variations élémentaires de chacune des coordonnées, que ce soit en coordonnées cartésiennes ou en coordonnées cylindriques. Rappelez-vous le schéma, c'est un peu plus complexe. Alors par contre, il faut connaître l'expression finalement vectorielle de ces vecteurs déplacement élémentaires. Rappelez-vous, en coordonnées cartésiennes, le vecteur déplacement élémentaire d de OM, c'est dx ex plus dy ey plus dz ez. D'accord. Et on retrouve assez facilement l'expression du vecteur vitesse instantanée sous la forme x.ex plus y.y plus z.ez. D'accord. Et ensuite, on a effectué la même démarche dans le système de repérage cylindrique pour exprimer le vecteur vitesse instantanée. Et là, faites attention, première méthode, on dérive, sans vous le dire explicitement dans la question de cours en colle, on dérive le vecteur position par rapport au temps, donc on dérive par rapport au temps un RER, sachant que R dépend du temps et ER également. D'accord, dépend du temps. C'est un vecteur unitaire qui change de direction et de sens dans la base locale qui est mobile. Et rappelez-vous, on aboutit à l'expression en R.ER plus Rθ.θ plus Z.Ez. Première méthode, on dérive par rapport au temps le vecteur position. Deuxième méthode, à partir du vecteur déplacement élémentaire, d'accord, on va traduire également un déplacement élémentaire du point M entre deux instants infiniment proches. Et à partir de ça, on aura l'expression du vecteur déplacement élémentaire, hein, qui est en fait le vecteur MM', qu'on a noté d de OM, sous la forme, rappelez-vous, dRER, plus R dθ Eθ plus dz ez. Ou dRER, rappelez-vous, dr, c'est un segment ici de longueur dr, d'accord, selon le vecteur unitaire radial, ER, et R dθ, rappelez-vous, c'est la longueur, rappelez-vous de ce schéma, c'est la longueur de l'arc de cercle, d'accord, de rayon R de centre H et d'angle sommet dθ. Donc c'est une longueur d'arc de cercle parcourue selon le vecteur unitaire Eθ, plus on n'oublie pas de rajouter le petit déplacement vertical, ici sur l'axe OZ en dz ez. Et là, le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques, dRER plus R dθ Eθ plus dz ez. Et on retrouve également l'expression du vecteur vitesse instantanée, d'accord, quand on finalement on effectue le rapport 1 2m sur dt qui s'apparente à la dérivée temporelle du vecteur position par rapport au temps. D'accord. Est-ce qu'il y avait des questions déjà sur ça? Non? Pas de questions, donc on va prendre la même démarche, d'accord. On termine par finalement un système de repérage qui est lié au repérage cylindrique, ce sont les coordonnées polaires. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, le mouvement du point M s'est effectué dans un plan d'équation z égale à constante, parallèle au plan x ou y, d'accord. Et on va de même retrouver l'expression du vecteur vitesse instantanée en coordonnées polaires. Donc c'est le cinquième temps, ici. Donc ici, on vous le dit à distance, hein, si vous ne voyez pas ce que j'ai écrit à gauche, je vous le passe rapidement. Donc petit 5, expression du vecteur vitesse instantanée. Bon pareil, s'il faut que j'écrive un peu plus grand, vous le dites également, d'accord. Ici, voilà. En coordonnées polaires. En coordonnées, ici, polaires. Voilà. Bon, je vais couper mon tableau ici en deux, on va dire. Voilà. Ça fait la fin de mon... Voilà, donc on va reprendre la même démarche que celle de la semaine dernière. À savoir, on va d'abord partir du vecteur position. D'accord. Donc première méthode. Donc petit a, j'ai noté, je crois, première méthode.
ici, à partir du vecteur position, OM, donc à partir du vecteur, ici, position. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Bon. Donc pareil, il faut connaître l'expression du vecteur position dans la base orthonormée directe polaire, OM égale RER. D'accord? Donc du vecteur position, on y va. Du vecteur, ici, position. Voilà. Donc, à savoir OM de T égale RER. Voilà. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, comme je sais que je vais dériver par rapport au temps, j'explicite à chaque fois toutes les dépendances temporelles. On a le vecteur position à un instant T qui repère la position du point à l'instant T dans cette base polaire sous la forme RER, où R dépend du temps et ER également, d'accord, dépend du temps. Donc ça, c'est valable dans la base orthonormée directe polaire. Donc dans la base orthonormée directe polaire. Voilà. Donc ici, dans la bande polaire. Qu'est-ce que l'on fait? On en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée. D'accord? De ce vecteur, ici, on en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc on en déduit l'expression du vecteur. Ici, vitesse instantanée. Donc c'est le vecteur V de M dans R. Voilà. Donc V de M dans R, ici, voilà. Donc s'obtient par dérivation temporelle du vecteur précédent, à savoir, donc faites attention, c'est le vecteur vitesse du point M dans le référentiel R. Vous voyez, donc je porte toutes les informations. Ici, donc un vecteur vitesse, c'est le vecteur vitesse instantanée, hein, du point M par rapport au référentiel R. Il est défini par dérivée temporelle du vecteur position. Donc on dérive ici par rapport au temps le vecteur position ici dans cette même base. D'accord? Voilà. Donc ici, je réécris en dessous, soit V de M dans R, V de M dans R. Donc je dois dériver autant par rapport, ici, je dois dériver par rapport au temps, ce vecteur ici. Donc là, il faut voir le monde de droite, comme un produit U fois V. U fois V. Donc on dérive par rapport au temps, donc dérivé de U fois V, c'est U' V plus UV'. Donc j'aurai dr sur dt ER plus R dER sur dt. Sauf que dr sur dt, la dérivée de R par rapport au temps me donne R point. Donc je donne directement R point. D'accord? R point. Et là, je vais retirer les dépendances temporelles. Parce qu'une fois que j'ai dérivé, bon, je sais que R point R dépend du temps. Donc je retire les dépendances temporelles. Donc je donne R point. Alors par contre, faites attention à l'écrit. Hein. Que ce soit ici, sur votre copie au tableau, ça bien paraître vos points de dérivation temporelle. Donc on aura R point ER plus R, dérivée temporelle du vecteur unitaire, ici, radial. D'accord? Ok. Et c'est là qu'on retrouve toujours la même opération. Vous voyez, on retrouve une nouvelle fois la dérivée temporelle du vecteur unitaire ER. Alors ça, pareil, on l'a vu la semaine dernière, dérivée par rapport au temps. Ce vecteur unitaire radial, rappelez-vous, on n'a pas accès directement à la dérivée temporelle. Ce que l'on connaît, rappelez-vous le cours de jeudi dernier, on connaît les dérivées par rapport à l'angle θ, par rapport à l'angle polaire. On sait dériver ER par rapport à θ. Ça, on sait dériver ER par rapport à θ. Donc il suffit de composer la dérivée. On compose les dérivées pour retrouver finalement. Donc si je dérive ER par rapport à θ, puis ensuite je compose par dθ sur dt, bah, je retrouve, vous voyez, je retrouve la dérivée temporelle de R par rapport au temps. Ça, je connais. Je connais. Alors ça, faut pas le retrouver à chaque fois, faut pas le montrer à chaque fois. Il ne faut pas à chaque fois projeter les vecteurs unitaires de θ dans la base cartésienne. Il n'y a pas besoin. Là, vous dites directement que la dérivée de ER par rapport à θ vaut Eθ. Vous donnez directement. Donc ça me donne θ point Eθ. Donc θ point Eθ. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer ici dr sur dt par θ point Eθ. Ce qui fait que la composante orthoradiale de la vitesse selon Eθ sera en Rθ point Eθ. D'accord? Donc d'où, finalement, voilà l'expression, voilà. Je note, à savoir retrouver assez rapidement V de M dans R. On aura du R point ER plus R θ point Eθ. D'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle la composante radiale. Donc on a ce qu'on appelle la vitesse radiale, ou la composante radiale de la vitesse. Et là, on a la vitesse orthoradiale. Là, on a la vitesse qui est orthoradiale. D'accord? Voilà pour l'expression du vecteur vitesse instantanée. Et d'ailleurs,
c'est exactement la même expression qu'en coordonnées cylindriques, à différence près, où je n'ai plus la coordonnée z, EZ. En coordonnée cylindrique, vous rajoutez la coordonnée ici z, EZ. Donc pour la vitesse, vous aurez un z.ez en plus. D'accord? Donc attention au point technique, quand on dérive par rapport au temps le vecteur unitaire PER, il faut passer par la dérivée ici de ce vecteur unitaire par rapport à l'angle polaire θ. D'accord? Première méthode. Deuxième méthode, d'accord, méthode géométrique, on va considérer le vecteur déplacement élémentaire. On y va. Deuxième méthode, qui est au programme, ici, donc deuxième méthode. Voilà, à partir du vecteur déplacement élémentaire. À partir du vecteur déplacement élémentaire. Donc c'est une méthode qui est complémentaire. Et là, on vous demandera encore de détailler l'une des deux méthodes. L'une des deux méthodes, a priori, ou les deux, ça dépend. Mais a priori, l'une des deux. Alors, quel est l'esprit? On va considérer un déplacement élémentaire, donc un petit déplacement. Élémentaire, c'est un petit déplacement du point M entre deux instants finiment proches. Donc on note, on considère un déplacement élémentaire du point M. Donc un déplacement élémentaire. Donc pour vous, quand on parle de déplacement élémentaire, c'est un tout petit déplacement qu'on qualifie également de déplacement infinitésimal. D'accord? Voilà. Donc un déplacement élémentaire du point M. Votre point M, c'est un point mobile. D'accord? Le point M, il est mobile. Voilà. Entre deux instants infiniment proches, l'instant t et l'instant t plus dt. Deux instants infiniment proches. Voilà. Donc l'instant t et l'instant ultérieur, mais infiniment proche du précédent. C'est l'instant t plus dt. Voilà. Donc vous voyez ce dt là, ce dt, cette notion dt, vous voyez ici, dt en fait c'est la durée élémentaire qui sépare les deux instants. D'accord? C'est la durée élémentaire qui sépare les deux instants. Mais il faut que les instants, évidemment, on l'a vu, soient infiniment proches. Bon. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va traduire les variations élémentaires des coordonnées. Donc on traduit ensuite les variations élémentaires des coordonnées polaires. Voilà. Donc on va traduire ensuite les variations élémentaires des coordonnées polaires, ce qui va nous amener à une expression vectorielle d'un vecteur. C'est-à-dire qu'on a deux coordonnées polaires, R et θ. Chacune de ces deux coordonnées, R et θ, vont ici subir une variation élémentaire. Et ces deux variations élémentaires vont générer un vecteur de déplacement élémentaire à deux dimensions, selon ER et selon Eθ. Donc on traduit ensuite les variations élémentaires des coordonnées polaires, R et θ. Donc des coordonnées ici polaires, R et θ. Voilà. Autrement dit, ces deux coordonnées subissent chacune des variations ici élémentaires, et cela définit un vecteur de déplacement élémentaire, d'accord? Pour ici, voilà, définir, voilà, un vecteur. Donc cela permet de définir un vecteur déplacement élémentaire. Donc ce vecteur déplacement élémentaire, rappelez-vous, c'est le vecteur mm', déplacement élémentaire, mm' noté de 2 OM, d'accord? Donc un vecteur, voilà, un vecteur déplacement élémentaire. Donc note tout en bas, vous mettez, si vous ne voyez pas ce que j'écris. Donc vecteur mm', noté également des 2 OM. Donc noté également des 2 OM. Deux points, on va faire le schéma de la situation ici pour faire apparaître ce vecteur déplacement élémentaire en coordonnées polaires. Donc je vais faire le schéma à gauche et à droite je vais expliciter finalement les variations élémentaires des deux coordonnées polaires. Alors, on y va donc système de repérage polaire qui s'appuie sur un système de repérage cartésien à deux dimensions dans le plan x ou y. Donc on repère ici d'abord, voilà, on fait le système de repérage cartésien, l'origine O, un axe OX, OY, les vecteurs unitaires de la base cartésienne, EX, EY, voilà comme ceci. Et on va représenter ici la position du point M à un instant T. Donc je vais le faire ici. Voilà. Le point M à l'instant T, il est ici. Voici la position du point M à un instant T. D'accord? Je note à un instant T, position du point M.
Et ce point M, en coordonnées polaires, est repéré ici par le vecteur position, OM égale RER, mais également par deux coordonnées polaires. Coordonnées polaires, R, θ. Donc là, on aura R, rappelez-vous, et là, on aura θ. D'accord? À un instant T, voici système de repérage polaire. Évidemment, on lui associe une base locale, une base orthonormée directe. Alors pourquoi une base locale? C'est une base qui va se déplacer avec le point M. C'est-à-dire que ces vecteurs unitaires ER et θ seront mobiles avec le point M. Donc la direction, le sens de chacun de ces deux vecteurs varie au cours du temps. Donc je vous rappelle que le vecteur unitaire de la base polaire est dirigé selon les rayons croissants. Donc là, je vais mettre en bleu ici un vecteur unitaire ER. Alors je ne vais pas faire trop grand. Parce qu'après, je vais rajouter dr et m dθ. Donc je fais pas très grand. Je ne vais pas dessiner trop grand mes vecteurs unitaires parce que je vais rajouter des déplacements entiers derrière. Donc là, vecteur unitaire ER, et le vecteur unitaire Eθ qui est perpendiculaire ER, d'accord, donc perpendiculaire à ER, est dirigé selon les θ croissants. Donc là, je vais apparaître ma base orthonormée directe polaire au point M. Bon, moi ce que je veux faire, c'est faire apparaître, traduire des variations élémentaires, des coordonnées R et θ, pour faire figurer ici le vecteur déplacement élémentaire. Est-ce que j'ai d'autres couleurs à part du bleu? Ah, j'ai du vert. Mais du vert, est-ce que ça va passer? Je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ici faire subir au rayon polaire R une variation élémentaire, dr. Donc, on y va. Bon, je vais essayer, je vais voir. Vous me dites si ça passe pas. Hein. Il ne reste plus que ça. Attends, je change de couleur. Je peux mettre du blanc. Alors, là pareil, donc je mets en vert ici. Bien sûr que ça se voit, vous me le dites à distance ici, vous voyez ou pas. Je représente ici en vert une variation élémentaire du rayon polaire. C'est-à-dire que là, vous voyez, le rayon polaire ici, il augmente d'une certaine quantité. Et cette petite quantité que je fais suffisamment grande pour que tout le monde puisse le voir, je la note dr. Donc là, cette quantité, oui, je vais me l'agrandir un tout petit peu. Ça sera dr. Donc je note ici en vert. Voilà, un accroissement, d'accord, du rayon polaire d'une quantité dr. Cette quantité dr, elle se appelle une variation élémentaire du rayon polaire selon l'axe, ici sur le vecteur unitaire ER. Donc ça c'est dr, d'accord, voilà, une variation élémentaire du rayon polaire, d'accord, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je fais subir à R une variation élémentaire, je fais pareil pour la deuxième coordonnée, θ, c'est un angle. Donc là c'est un peu plus délicat. Donc à cet angle θ, je vais subir également une variation élémentaire que je qualifierai de dθ. Donc à cet angle θ, alors ce que je vais faire, je vais d'abord, regardez, faire ça proprement, je vais faire ça. Alors vous prenez la règle, prenez la règle, voilà. C'est-à-dire que je vais faire apparaître un petit secteur d'angle, dθ. Vous voyez ça, ça sera, alors, petit. Bon, il n'est pas si petit que ça, hein, pareil. Hein. Volontairement, j'ai agrandi les schémas pour que vous puissiez y voir quelque chose. Hein. Il faut bien comprendre que ce dθ est un petit angle. Là, il est quasiment du même ordre de grandeur que θ. D'accord? Là, je le fais parce que si je le fais là, on ne va rien voir. Vous n'allez rien voir au tableau. Donc, volontairement, j'ai agrandi ici énormément. Mais bien comprendre que dθ est négligeable devant θ. C'est un tout petit angle, une variation élémentaire de θ. Ok. Une fois que j'ai fait ça, d'accord? Ici, voilà. Donc, voilà. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire apparaître ici le secteur d'angle. C'est-à-dire qu'on aura un arc de cercle. Pareil qu'en coordonnées cylindriques, vous voyez, un arc de cercle. Donc je peux flécher un DRER, et ici cet arc de cercle. Et ici, quand j'arrive ici au bout de cet arc de cercle, d'accord, j'ai le point ici M' à l'instant T plus dt. J'espère que vous voyez. Hein. Ici, je mets en vert le point M' à l'instant T plus dt. Volontairement, ici, dθ, c'est une variation élémentaire de θ, mais suffisamment grande pour que vous puissiez la voir. D'accord? Donc je note ici où dr est une variation élémentaire du rayon polaire. Donc je note, ce que je dis à l'oral, c'est important. Variation élémentaire, ici, du rayon polaire. Ici, voilà, une variation élémentaire du rayon polaire. Donc pareil, hein, ici, donc négligeable devant R. Et également, je quantifie, je note ce que c'est dθ. dθ, ce sera une variation élémentaire, cette fois-ci, de l'angle polaire. Hein. Donc le rayon polaire R, de l'angle polaire θ. Voilà. Et ça, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on a fait vendredi sur le coordonnée cylindrique, sauf qu'il nous manque une coordonnée Z. C'est plus simple, on est dans le plan, on est dans le plan du tableau. Une fois que j'ai ça, bah, finalement, j'ai le vecteur M'.
Le vecteur MM', il est là, comme ceci, et c'est mon vecteur déplacement élémentaire. D'accord? Donc là, je vois le vecteur, vous voyez, je peux faire apparaître. Vous voyez, c'est quasiment vertical. Le vecteur MM', et ça, c'est le vecteur déplacement élémentaire qui apparaît ici, hein, géométriquement. Ok? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? En fait, on va ajouter. On va ajouter la contribution de tous ces déplacements élémentaires. Donc je résume. Le point M pour aller en M', à l'instant t plus dt, qu'est-ce qu'il fait? Il effectue un petit déplacement selon ER, noté DRER, plus un petit déplacement selon un arc de cercle. L'arc de cercle de longueur R dθ, d'accord, de centre O et d'angle sommet dθ. Donc ici, soit finalement, voilà, ce qu'on retient, c'est qu'on fait la somme de ces déplacements élémentaires. Et ce qu'on retrouve, voilà, une expression en d de OM. Alors d de OM, c'est MM'. C'est MM'. Donc on somme ici chacune des contributions. Contribution radiale, donc déplacement élémentaire selon ER, plus voilà, R dθ selon Eθ, ici. Et on retrouve ce R dθ, longueur de l'arc de cercle de rayon R d'angle sommet dθ, d'accord, ici, lié à ce deuxième déplacement élémentaire. D'accord? Alors ça, quand même, c'est important. Il faut l'avoir en tête. Coordonnées polaires, le vecteur déplacement élémentaire. Pareil, je note ce que ça représente, on n'oublie pas, d de OM. Et le vecteur déplacement élémentaire. Voilà. Le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées polaires. Vecteur déplacement élémentaire en coordonnées polaires. Voilà. Et rappelez-vous le but de cette partie, c'est de retrouver l'expression du vecteur vitesse instantanée. C'est-à-dire que je n'ai pas fini. Une dernière étape, c'est qu'on va ramener ce déplacement élémentaire à l'unité, ici, à l'instant dt, d'accord, ici à la durée élémentaire. Donc on ramène ce déplacement élémentaire à la durée élémentaire dt, donc simplement on divise par dt. Oui. Le M' à l'instant t plus dt, c'est-à-dire que ton point M qui se déplace entre deux instants finiment proches, et M', il est finalement à l'extrémité de ton arc de cercle, d'accord, d'angle sommet dθ. C'est-à-dire que tu vas placer un secteur d'angle dθ ici directement, et tu vas placer ton point M' à l'extrémité du ici. Mais après, il faut avoir les valeurs en fait. Faut avoir, là, j'ai fait de manière générale, mais arbitraire, mais il faut connaître. Là, c'est un schéma qui est tout à fait général. J'ai pris une longueur dr, dθ tout à fait arbitraire. Mais ce qu'il faut, c'est connaître et effectivement quantifier ces déplacements. Est-ce qu'on se déplace de 3 mm ou de 10 mm par rapport à 1 mètre pour voir où on se situe exactement, d'accord? Donc ça, il faut vraiment connaître. Voilà, mais ça, c'est un schéma tout à fait général, d'accord? Donc une fois qu'on a ça, vous voyez, on retrouve alors, voilà, on retrouve alors, ici, l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc on retrouve alors l'expression du vecteur vitesse instantanée v de m dans m. Voilà. Donc on retrouve l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène ce vecteur déplacement élémentaire à la durée élémentaire dt. Donc ça définit finalement v de m dans r. Donc v de m dans r égale, j'ai mis deux points, je laisse, DOM. Donc DOM, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Je ramène ici, donc je divise par la durée élémentaire dt. Et en fait, quand on fait ça mathématiquement, quand on fait un rapport de deux différentiels, ici, on a une dérivée. On retrouve dérivée du vecteur position par rapport au temps. Mais ici, bien comprendre que quand on a ce vecteur déplacement élémentaire, je le ramène. Je divise par dt, par la durée élémentaire. D'accord? dt, c'est la durée élémentaire. Pareil, cette dérivée, j'effectue dans le référentiel R. Donc bien sûr, qu'est-ce que je fais? Ici, j'aurai dr divisé par dt. Bon, évidemment, dr sur dt fait apparaître ici la dérivée de r par rapport au temps. Donc ce dt que je place ici, regardez, donc je place dt sous dr. Si je fais ça, ça fait apparaître, regardez, une dérivée, je fais apparaître le dt là, pas là. Parce que quand je fais dr sur dt, c'est la dérivée de r par rapport au temps. Ok? Et pareil, ici, quand je ramène à dt le nombre de droite pour le deuxième terme, le dt, je ne vais pas mettre sur le r, je vais mettre sur dθ. Parce que dθ sur dt, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Et ça me donne θ point. Donc ça sera r
dθ sur dt Eθ. D'accord? Voilà. Et donc on retrouve R point ER plus R θ point Eθ. Donc j'insiste, hein, mettez bien en évidence vos points de dérivation temporelle. D'accord? Bon. C'est bon pour tout le monde. Donc là on en a fini, on a fait le tour avec les vecteurs position, vecteurs vitesse dans quasiment tous les systèmes de coordonnées, sauf le sphérique et leur programme. Bon, pour ceux et celles qui veulent s'amuser hein, en coordonnées sphériques, allez-y. Expression du vecteur vitesse en coordonnées sphériques, on a ça quand même, on calcule, d'accord, mais l'expression de ce vecteur vitesse instantané est hors programme, d'accord, en sup. Mais si vous souhaitez faire du calcul, allez-y, pourquoi pas, d'accord, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc vecteur position, vecteur vitesse, il nous reste un dernier vecteur, c'est le vecteur accélération, pareil que l'on va étudier en coordonnées cartésiennes, polaires et symétriques, d'accord. Donc on y va, j'efface ici le schéma, et ça sera ici le paragraphe suivant, d'accord, sur les expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de repérage. Donc c'est le grand 3, vecteur accélération, donc vecteur, voilà, accélération, ici, d'un point matériel. Voilà. Donc pareil, d'un point matériel dans les différents systèmes de repérage que l'on connaît. Alors on va d'abord le définir très rapidement. Définition, on sera beaucoup plus rapide que pour le vecteur vitesse instantanée. On a déjà posé toutes les notations. Ici, donc définition. Donc là ce que je veux dire c'est avec les mêmes notations que précédemment. C'est-à-dire que je considère le point M à l'instant T et le point M' à l'instant T', à l'instant T plus dt. Donc avec les mêmes notations que précédemment, vous voyez, je définis. Donc avec les mêmes, ici, notations qu'au paragraphe précédent. Donc avec les mêmes notations que précédemment. Parce que bon, ça je passe rapidement, on ne va pas trop vous embêter avec ça. D'accord ? Donc ça c'est le paragraphe grand 2 petit 1, c'est-à-dire qu'on va reprendre le chemin de la trajectoire, le point M, ici le point mobile est au point M à l'instant T, le point mobile est au point M' à l'instant T' égale T plus dt. Bon, on peut définir le vecteur accélération, d'accord, donc on définit, donc on peut définir, voilà, le vecteur accélération, voilà, ici, on peut définir, ici, le vecteur accélération du point M, donc le vecteur accélération, voilà, point M. Alors, comment? Donc tout d'abord, formellement, comme une limite. Donc A de M dans R, rappelez-vous, A de M dans R. Si on se base sur ce qu'on a fait avec le vecteur vitesse instantané, on aura la même chose, ce sera limite quand T' tend vers T. Donc je reprends la même définition, limite quand T' tend vers T, de quoi? Bah, finalement, au numérateur, on aura une différence de vitesse instantanée. Et au dénominateur, on aura la différence ici de temps T' moins T, sachant que T' tend vers T. Donc on retrouve ici, voilà, au dénominateur, ici le T' moins T. Et au numérateur, on aura la vitesse ici, donc du point M'. Vitesse du point M' dans R. Donc faites attention, je mets bien M'. M', c'est finalement lorsque le point mobile, ici le point mobile est en M' à l'instant T', moins la vitesse du point M dans R. D'accord ? Et là, il apparaît la définition d'une dérivée. Vous retrouvez la définition d'une dérivée. Ça, c'est la dérivée temporelle du vecteur vitesse instantané. D'accord ? Donc cette limite existe et elle est finie. D'accord ? En mécanique, ce sera quasiment toujours le cas. Et ça définit la dérivée temporelle du vecteur vitesse instantané par rapport au référentiel R. D'accord ? Oui. Mais rassurez-vous, on ne va pas trop vous embêter avec ça. D'accord ? Ça plus avec la suite qu'on va vous embêter, évidemment, sur différents systèmes de repérage. Ok, alors remarque, toujours la même remarque en mécanique, importante. Vous voyez, à chaque fois, on précise, il y a beaucoup d'indices. Hein. C'est bien le vecteur, vous voyez, j'ai une flèche. Donc, vecteur accélération du point M par rapport à R. Ben oui, tout comme le vecteur vitesse instantanée qui dépend du référentiel R d'étude. Ben oui, l'expression de V de M n'est pas la même en coordonnées cartésiennes qu'en coordonnées symétriques ou même polaires. Et ben, le vecteur accélération dépend également du référentiel R. Donc ça, on va le noter, tout comme
le vecteur vitesse instantanée, voilà, le vecteur accélération dépend du référentiel d'étude. Le vecteur accélération A de M dans R dépend du référentiel d'étude. Bon, de toute façon, ça on va le voir ici dans 5 minutes quand on va faire les calculs. Ok. Ensuite, autre notation, si le vecteur accélération c'est la dérivée temporelle du vecteur vitesse, sachant que le vecteur vitesse c'est la dérivée temporelle du vecteur position, il y a une autre façon d'écrire A. Donc avec, on rappelle l'expression, mais ça vous le savez, hein, je passe rapidement. Si on écrit le vecteur vitesse comme étant la dérivée du vecteur position, d'accord, la dérivée temporelle du vecteur position dans le référentiel R, alors dans ce cas-là, d'accord, on peut écrire A comme la dérivée seconde du vecteur position. Je note également. Alors c'est juste pour, ici, hein, il va falloir rappeler une notation pour dérivée seconde, faites attention. Donc A de M dans R, A de M dans R, donc dérivée seconde du vecteur position, d'accord, par rapport au temps, et ce, relativement référentiel R. Donc dérivée seconde, attention les dérivées secondes, donc je mets le carré entre le t et l'OM au numérateur, et la dérivée seconde par rapport au temps, je le mets en exposant après le t. D'accord, notation de dérivée seconde, faites attention ici. D'accord, bien. Ensuite, troisième remarque qui est importante, je vais la faire là-haut, il faut faire un schéma. C'est, vous en avez certainement entendu parler l'année dernière, c'est l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Ça c'est important. Ça c'est très important de comprendre ce que représente une accélération normale et une accélération tangentielle. Ok, donc ça on reprend, d'accord, même si vous l'avez vu l'année dernière, très rapidement, d'accord, là on va expliciter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On part d'un schéma, on va partir ici d'un schéma d'ultra-schéma, donc troisième remarque, ici, accélération normale et tangentielle. Donc, ici on va différencier l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Alors, pour différencier les deux, on va reprendre le schéma d'une trajectoire gamma quelconque. On va se placer dans un plan directement. Okay, on va pas s'embêter. Voilà. On va prendre le plan x ou y. Donc un mouvement plan contenu dans le plan x ou y, comme ceci. Donc muni des vecteurs unitaires x et ey. Je vais représenter la trajectoire gamma. Donc trajectoire gamma, ça c'est un gamma majuscule. Lettre Y, gamma majuscule. Je vous rappelle, la trajectoire gamma, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le point M au cours du temps. D'accord? Donc trajectoire tout à fait quelconque, du point M. Alors je vais prendre un point M, ici, voilà. Ce sera plus simple pour moi, quand je me place au sommet, ce sera plus simple pour moi de différencier l'accélération normale de l'accélération tangentielle. Donc je vais prendre le point M ici au sommet, d'accord? Voilà. Et quand je place ici mon point M au sommet, ce que je sais déjà représenter, c'est le vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse instantanée ici du point M est représenté géométriquement par quoi? Ici, par un vecteur qui est tangent. Un vecteur qui est tangent à la trajectoire gamma au point M. À différencier du vecteur vitesse moyenne qui relie deux points MM'. D'accord, ça vous le savez. Donc par définition du vecteur vitesse instantanée, la vitesse instantanée ici est un vecteur qui est tangent au point M, ici à la trajectoire considérée. Donc on va le noter par définition. Donc par définition ici du vecteur vitesse instantanée. Donc V de M dans R. Voilà. Ici, vecteur vitesse instantanée. Voilà. V de M dans R, ici, est tangent à la trajectoire gamma au point M. Donc il est tangent à la trajectoire gamma au point M. Trajectoire gamma au point M. Voilà. Tel que. Alors, tel que quoi? C'est-à-dire que là, on va changer un tout petit peu de notation. Le but de cette remarque, attendez, c'est de différencier l'accélération normale de l'accélération tangentielle. D'accord? Ce que j'ai vu l'année dernière. Maintenant, pour bien montrer que la vitesse ici au point M est bien tangente à la trajectoire, ce que l'on fait, rappelez-vous, on prend la règle, on va dessiner la tangente à gamma au point M. En fait, ça revient localement à définir une base, en fait.
une base munie d'un vecteur unitaire ET, d'accord, comme E tangent. C'est-à-dire que je peux définir, vous voyez, un vecteur unitaire ici, que je note E indice T comme E tangent. Je peux faire ça, je peux définir localement au point M, ici, vous voyez, un vecteur unitaire ET, comme ici, un vecteur unitaire qui est tangent à la tangente gamma au point M. Ça va me permettre de faire quoi? De réduire le vecteur vitesse instantanée. C'est-à-dire que le vecteur vitesse instantanée, au point M, il est de quelle forme? Il est de la forme V, donc une norme V, fois le vecteur unitaire ET. Pardon, oula. Ici, la flèche sur ET. D'accord? Donc je répète, le vecteur unitaire ET, c'est un vecteur unitaire tangent, ici, donc ou ET, et le vecteur unitaire, ici, tangent à gamma. Le vecteur, ici, unitaire, tangent, ici, à la gamma, donc notre gamma, c'est un gamma, ici, au point M considéré. Voilà. Le point considéré, c'est le point mobile, voilà, ici. Donc je définis également un vecteur ici, ET, E tangent. Ok. Si j'ai fait ça, regardez, alors je peux, si vous voulez, je peux, si vous représentez le vecteur vitesse instantanée, je vais le faire en blanc, donc j'aurai ceci, vous voyez, donc je dessine ici, voilà, encre blanche, V de M dans R, pour bien montrer que là, le vecteur vitesse instantanée est bien tangent à la tangente gamma au point M. Ok, mais c'est pas ce que je veux faire, ce que je veux faire, c'est exprimer l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Mais en fait, je pars de ça, je pars de ce constat, du fait que toute vitesse instantanée sera toujours tangente à la trajectoire. Donc je pars de ce constat-là, constat géométrique, pour définir le vecteur ici accélération. Donc je place ici en haut à droite. De cette expression vectorielle, V fois E tangent, j'en déduis l'expression ici de l'accélération. Donc on en déduit, alors, voilà. Donc on en déduit, alors, ici, l'expression de l'accélération du point M dans R, comme étant, je vous rappelle, la dérivée du vecteur vitesse instantanée du point M dans R. Ok. Donc ça revient à dériver par rapport au temps la grandeur vectorielle qu'on vient de construire. On vient de construire un vecteur vitesse instantanée sous la forme d'une norme V. Ouais. Un vecteur vitesse possède une norme. Il possède également une direction et un sens. Ici, E tangent. Très bien. Et là, pareil, je vois ça comme un produit de termes. VET, c'est du U fois V. Du U fois V, ça c'est bien. Soit, voilà, et c'est terminé. Regardez, A de M dans R. A de M dans R. Donc je vais d'abord ici dériver la norme V par rapport au temps. Donc on aura dV sur dt ET plus V dET sur dt. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que j'ai vu l'année dernière, en mécanique, on vous l'introduit, je pense, peut-être pas de cette manière-là, mais on va très rapidement dire que tout vecteur accélération possède une composante tangentielle et normale. Voilà, on l'a. Par identification, c'est-à-dire, par identification, tout vecteur accélération peut se mettre sous la forme d'une composante tangentielle et d'une composante normale. Ouais, la deuxième composante, bon, peut-être pas la deviner, mais c'est la composante normale. Alors, normale, tel que le vecteur unitaire EN soit perpendiculaire ici à ET, dirigé vers le centre ici de la trajectoire. Donc on aura un vecteur ici EN. Je dessine ici, alors je vais mettre un N, ouais, je vérifie comme ça, il n'y a pas de problème de notation. Non, EN. C'est-à-dire que là, on vient de montrer que finalement, le vecteur accélération du point M dans R, c'est la somme de deux vecteurs. Toute accélération peut être vue comme une somme vectorielle d'une accélération. Alors la première, vous voyez, elle est dirigée selon ET. Ça, c'est l'accélération qui est tangentielle. Accélération tangentielle, donc ça sera A indice T. AT. Et ça, c'est l'accélération qu'on qualifie de normale. Accélération normale. Ouais, bien. Alors là, tout de suite, ouais. Ok. C'est-à-dire que vectoriellement, déjà, qu'est-ce qui se passe? J'aurai ici, par exemple, une composante d'accélération, on va dire, allez, on va dire comme ceci en jaune, de manière arbitraire. Pour ceux qui sont chez eux, de manière arbitraire, je place un vecteur AN, ici, AT, pardon. AT comme ceci. J'aurai AT, je vais poser également une composante normale, je vais faire ça. Pareil, de manière arbitraire, AN.
Donc géométriquement, tout vecteur à accélération peut être décomposé en une composante tangentielle, selon un vecteur unitaire E tangentiel, et une composante normale, selon un vecteur unitaire E normal. Et bien on vérifie que la somme des deux, en fait, le vecteur accélération, il est où? Il est là. Tac, 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 tac. Somme vectorielle. Voilà, le vecteur accélération, il est ici. Du point M. Alors prenez un règle, un peu comme moi, ici. Donc je représente A de M dans R. Donc je répète pour ceux qui sont en distance, je trace arbitrairement, d'accord, arbitrairement, une composante tangentielle de l'accélération selon ET, qui s'arrête ici. Je dessine une composante normale de l'accélération qui s'arrête ici, et la somme de AN et de AT me donne A de M dans R, le vecteur accélération du point M. D'accord? Maintenant, quel en est le sens physique? Qui connaît le sens physique? C'est le plus important pour moi, je pense. Ça, c'est des projections de vecteurs, hein, selon deux vecteurs unitaires, selon une base EN, ET. Mais quel en est le sens physique? Que représente, par exemple, l'accélération tangentielle? Quand on parle d'accélération tangentielle, ici, dans un système physique, ça représente quoi? L'accélération tangentielle. Ça représente quoi? Oui? Ouais, mais regarde, quelle est l'information essentielle que contient AT, l'axe tangentiel? Dérivé de quoi? De là? C'est pas faux, mais c'est pas bon pour moi. C'est pas encore bon. La vitesse. Un but de langage. Pas la vitesse. Moi, la vitesse, pour moi, c'est vecteur V. La norme. Ouais, ah non, par contre, ouais, faites attention. Pour moi, la vitesse, c'est un vecteur. Point d'application, d'accord, origine, norme, direction, sens. Ça, c'est la norme du vecteur. C'est-à-dire que, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être retenu l'année dernière, l'accélération tangentielle traduit les variations temporelles de la norme du vecteur vitesse. Ça, on le note, c'est très très important à, vous voyez, à visualiser et à connaître. D'accord, donc ça, on va le noter. Voilà, j'ai pas de place, on va effacer. Ici, on efface ici à droite. Alors, on efface ici à droite. Donc, je note ici ce qu'il faut retenir, interprétation. Donc, où, deux points. Première chose, A, indice T, ici, d'accord? Donc, l'accélération tangentielle. Donc, je vais plutôt faire une phrase. Où l'accélération tangentielle, voilà. Comme écrire. Où l'accélération tangentielle. Ici, donc A, T, d'accord, cette forme ici vectorielle, d'accord. Donc accélération tangentielle, ou en fait on dit également composante, hein, c'est la composante tangentielle de l'accélération. Elle traduit la variation de la norme. Traduit, la variation ici temporelle. Variation temporelle de la norme du vecteur. De la norme ici du vecteur vitesse instantanée. Voilà, du vecteur vitesse instantanée. Donc voilà, l'information que contient l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, elle contient ici l'information sur les variations temporelles de la norme du vecteur vitesse instantanée. Ok. Par contre, l'accélération ici, elle normale, qui est perpendiculaire à l'accélération tangentielle, hein, perpendiculaire à l'accélération tangentielle, on va le noter, donc l'accélération normale, ici, donc AN, l'accélération ici normale, donc A, indice N, elle traduit la variation temporelle, ici, enfin là où les variations temporelles, la variation temporelle. Alors de quoi finalement? Une fois que finalement l'accélération tangentielle traduit la variation temporelle de la norme du vecteur vitesse, l'accélération normale va traduire quoi là? Les variations temporelles de quoi? De la direction, hein, du vecteur vitesse. Très bien, très très bien. Donc variation temporelle de la direction. Voilà. De la direction. Très bien. Du vecteur. Donc là c'est la norme du vecteur vitesse. Là, ce sera la direction du vecteur vitesse instantanée. Du vecteur vitesse instantanée. Très bien, très bien. Donc c'est un point sur lequel je voulais revenir, hein, ça vous l'avez vu intervenir pour les types du mouvement des satellites, vous l'avez vu, c'est un TS, on vous l'a. Voilà, l'accélération égale à ça, ouais. Mais ça part du fait que géométriquement, la vitesse instantanée est toujours tangent au point M. D'accord, on vous l'a donné ici à cette directement. D'accord. Bon. Ok pour tout le monde?
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'écrire l'accélération dans différents systèmes de coordonnées. D'accord? Donc une fois qu'on a fait la vitesse, l'accélération sera un peu plus calculatoire. Bon, pas en coordonnées cartésiennes, hein. Facile. Par contre, en symétrique en polaire, là, ça sera un peu plus calculatoire. Il faudra faire attention au calcul. Hein. D'accord? Donc on y va, c'est le deuxième temps, expression du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Je vais effacer ça ici à droite, je pense. Ouais. Donc on y va. Deuxième temps. En coordonnées cartésiennes, bon, là je pense pas que vous l'aurez en question de cours pour l'école. C'est un peu trop simple quand même. D'accord, vous allez voir. D'accord? Donc expression du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Donc du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Alors, donc là pareil, on prend la même rédaction. Ici, alors on va partir du vecteur vitesse, on va partir ici du résultat que l'on vient de déterminer. On connaît l'expression vectorielle du vecteur vitesse instantanée. D'accord? Donc, à partir de, d'accord, donc du vecteur vitesse, donc du vecteur ici V de M dans R. Alors, en coordonnées cartésiennes, je vous rappelle, ça sera x point. Donc là, pareil, comme je sais que je dérive par rapport au temps, je vais ici expliciter toutes les dépendances temporelles. D'accord? Comme je sais que je dérive par rapport au temps, je fais attention. Là, j'anticipe. Donc j'ai x point EX. Je vous rappelle que EX est une constante vectorielle, sens, direction, norme, constante au cours du temps. Mettez pas sur toutes les dépendances temporelles pour EX, Y ou Z. D'accord? Plus y point EY plus z point. Donc attention au point, il faut bien qu'il soit visible. Z point EZ. Du vecteur vitesse instantanée, pareil, on précise quand même dans la base orthonormée directe cartésienne, donc dans la bonde cartésienne, on en déduit, voilà, l'expression du vecteur accélération. On en déduit ici, le vecteur accélération du point M. Donc on va dériver par rapport au temps le vecteur vitesse précédent. Bon, on le fait directement, on donne la réponse directement, hein, d'accord? On y va, à savoir A de M dans R. Donc, pareil, hein, je vais dériver x point par rapport au temps. Bah, dériver x point par rapport au temps, vous apprenez, ça fait x point point. Donc là en mécanique, on aime bien utiliser la notation voyant x point point. Donc x point point EX. Vous voyez, et là je retire ma dépense temporelle parce que je pars dériver derrière, je sais. Là j'en ai besoin parce que je savais que j'allais dériver. Là je la retire, d'accord? Donc x point point EX plus y point point EY plus z point point EZ. D'accord? Voilà. Facile, facile. Mais bon, au moins vous avez l'esprit. Ici, voilà. On dérive le vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Bon, ok. On y va, on fait un peu plus compliqué quand même. Dans la base orthonormée directe, cylindrique. On y va. Donc petit 3, donc expression du vecteur accélération dans la base cylindrique. Donc là je vais en tirer ici. Donc même titre, expression du vecteur accélération dans la base ou en coordonnées, je dépends. En coordonnées, c'est ça, ouais. En coordonnées cylindriques. En coordonnées ici, cylindriques. Voilà. Ok. Bon. Alors, même rédaction. Du vecteur vitesse instantanée. Dans la base cylindrique, on en déduit le vecteur accélération. Alors là, ouais, il faut connaître le résultat précédent. Bon. D'accord? Ce qu'on a fait vendredi dernier. Bon, je le connais, je vous le donne. D'accord? Donc du vecteur vitesse instantanée, à savoir V de M dans R, alors qui est égal à quoi? Alors rappelez-vous, ça sera. Alors là, je donne, hein, pareil, je vais expliciter toutes les dépendances temporelles, parce que je sais que je vais dériver par rapport au temps derrière. Donc on aura R point ER, ok, plus, derrière, rappelez-vous, j'ai un terme en R θ point Eθ, où chacun des trois termes. Les trois termes qui vont chacun dépendre du temps. Attention. Donc, premier terme, on appelle la vitesse, rappelez-vous, la composante radiale. Composante radiale, R point R, plus R θ point. Mais R dépend du temps.
θ point dépend du temps. Eθ, attention, Eθ c'est un indice. Eθ dépend du temps. Ok. Composante orthoradjacente, la vitesse en coordonnées cylindriques. Ok. Plus, je lui ajoute la composante selon la verticale. Donc z point EZ. Et là, seul EZ est dépendant du temps. D'accord. Donc du vecteur vitesse instantanée, pareil, dans la base orthonormée directe cylindrique. Donc dans la base orthonormée directe cylindrique. Voilà. On en déduit le vecteur accélération. Voilà, on en déduit le vecteur accélération. Et là, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ici. Voilà, on va prendre le temps. Donc, je vais vous attendre. Voilà, vecteur accélération. Ce que je cherche, c'est A de M dans R. A de M dans R. Je vous rappelle, on dérive par rapport au temps. Je le note avant, c'est pas grave. Le vecteur vitesse instantanée. Voilà. Déjà. Donc on part du vecteur vitesse instantanée, R.ER, plus Rθ.θ, plus Z.EZ. Et je donne à chaque fois toutes les dépendances temporelles nécessaires, parce que je vais dériver par rapport au temps. Dans la base cylindrique, qui est orthonormée directe, et on voit l'expression du vecteur accélération. Ok. Donc on y va. Une fois qu'on a ça, on va dériver par rapport au temps. Il faut, rappelez-vous, voir à chaque fois comme un produit de 2, voire même 3 termes. Là, ouais. Produit de 2 termes, produit de 1, 2, 3 termes. Produit de 2 termes, dont un constant vectoriellement, c'est le vecteur unitaire EZ. Ok. On y va. Pour le premier terme, ensemble, on va essayer de le faire ensemble. Allez, Victor, ici présent. On commence ensemble la dérivée temporelle. Comment tu dérives par rapport au temps à R.ER? R. Très bien. Donc Victor nous propose R.ER. Parce qu'en fait, on va d'abord dériver R par rapport au temps. Et dériver R par rapport au temps, ça va nous donner R. Donc là, faites attention. Donc là, je retire les dépendances temporelles. Ça va être beaucoup trop lourd. Donc j'aurai R. D'accord, ER. Ouais, mais si je fais ça, j'oublie pas tout de suite. Là, tu as fait U'.V. N'oublie pas le UV'. Parce que ER dépend du temps. Là, Victor nous propose U'.V. Et ensuite, Victor va nous proposer le UV'. Ça va, Victor? Plus R. R. Ouais, alors, ouais. On va peut-être y aller doucement pour la première. On le fera après. Plus R. Dérivé ER par rapport au temps. Alors, certains se voulaient dire, je pense, Victor. Victor va peut-être dire directement R. θ. Ouais. Tout à fait. Mais ça, on va peut-être le dire après. On va peut-être rappeler que dérivé ER par rapport au temps, c'est dérivé ER par rapport à θ, dθ sur dt. Donc ça, c'est θ. Vous allez voir, hein, d'ici jeudi, on le fera directement. D'accord? J'ai dérivé ce terme-là. Maintenant, je passe ici. Donc je peux mettre des parenthèses dans le début si vous souhaitez pour bien montrer que ça, c'est la dérivée du premier terme. Je dois dériver par rapport au temps à R, θ. Je m'en vais derrière ensuite à Quentin. Quentin ici présent, ici de dériver le produit de 3 termes. Ici pardon, R, θ. On y va. J'ai pas entendu. Donc dr sur dt, ça fait R. Donc attention, R. θ. On est d'accord. Donc R. θ. Eθ. Super. Plus, on continue. Donc là, tu dérives R par rapport au temps, tout en maintenant constant θ. Maintenant, il faut dériver θ par rapport au temps, en maintenant R et θ constant. R, θ, Eθ. Donc là, ce que Quentin nous propose, c'est cette fois-ci, je dérive θ par rapport au temps, tout en laissant constant R, Eθ. Ok. Plus, je dérive θ par rapport au temps, sachant que R, θ reste constant. Plus. Ouais. Voilà. Et je mets une parenthèse pour dire que là, je finis de dériver le deuxième terme. Alors, je peux mettre des couleurs, hein, si tu veux. On met bien les couleurs, on met des couleurs. Ça, c'est en jaune. Tout ça, c'est en bleu. Voilà. Et le dernier, c'est plus simple. Allez, on continue. On y va. Sylvain? Ouais. Plus z.EZ. Bon, on le met quand même si on sait que ça fait 0. Ouais, z point fois la dérivée de EZ par rapport au temps. Ouais, on sait que ça fait 0. Donc ça, c'est le terme en rouge. Bah, ce terme en rouge, déjà, je sais que la dérivée de EZ par rapport au temps, EZ est un vecteur constant.
Ça me donne le vecteur nul. Ok. Bien, super. Et maintenant, ce que je fais attention, je ne vais pas trop vite là. Là, une erreur de calcul ou une erreur de point ou de carré est vite arrivée. Là, pour les fois qu'on le fait, on fait attention les premières fois. Après, ça va aller vite, hein, vous allez voir. Là, ce sera facile pour vous d'ici quelques jours. Là, par contre, sur le côté, on va peut-être rappeler deux choses. Il y a deux termes qu'on va rappeler. Celui-ci, ah tiens, celui-ci, on ne l'avait pas encore rencontré depuis le temps, celui-ci. Dérivé Eθ par rapport au temps. Donc sur le côté, on va préciser quand même avec, quand je dérive ER par rapport au temps, quand je dérive ER par rapport au temps, allez, je demande à Joey, tiens. Joey, quand je dérive ER par rapport au temps, ça me donne quoi? On dérive par rapport à θ, bien, et ensuite on compose par dθ sur dt. D'accord? Donc là, ça fait θ point Eθ. D'accord? Quatrième fois qu'on le voit. D'accord? Attention, il faut le maîtriser. Quand on dérive ER par rapport au temps, θ point θ. Attention, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-ci. Dériver Eθ par rapport au temps. Pareil, dériver Eθ par rapport au temps. Ça, pareil. Ça, attention, c'est pas direct. Il faut composer par θ. Vous voyez, c'est toujours la même logique. On dérive Eθ par rapport à θ, dθ sur dt. Baptiste, tu peux me rappeler la dérivée de Eθ par rapport à θ? Il y a un petit piège. Alors, si tu dérives ER par rapport à θ, ça donne Eθ. Quand tu dérives Eθ par rapport à θ, ça va te retourner moins ER. Donc, moins ER. Attention à dθ sur dt, ça fait θ point. Donc, moins θ point ER. Ok? Une fois que j'ai ça, j'injecte tout ça dans A de M. Attention, quand vous êtes au tableau, vous retenez votre tableau, vous êtes là pour tourner, forte chance de faire des erreurs, vous avez oublié des termes. Ou sur votre copie son, quand vous arrivez en bas de votre page, vous tournez vos skills, vous oubliez des termes. Parce que là, il y aura des termes en carré, il y aura des moins qui vont apparaître, après on va tout grouper en R θ. Donc il faut aller doucement. On y va. Dou. J'ai écrit ici, est-ce que je parle à cette place? Bon, sinon je le fais en deux lignes. Parce que je le ferai en deux lignes, c'est pas grave. A de M dans R. Bon, je remplace, hein, le premier terme il ne bouge pas. Donc j'ai R point ER. Alors attention, ce terme-là, dérivé ER par rapport au temps, ça me donne θ point θ. Donc je retrouve un R point θ point θ. Plus R point θ point Eθ. Pareil, à distance, si vous ne voyez pas mes points en tableau, vous me le dites, c'est très important. Donc R point θ point θ pour le deuxième terme. Ensuite, j'y touche pas, je remplace. Ok, c'est parti. Plus R point θ point Eθ. Là, j'ai enlevé parenthèse, j'ai enlevé couleur. Ok, c'est bon? Plus ce terme-là, R θ point θ. Plus R θ point Eθ. Et là, attention. Dériver Eθ par rapport au temps, c'est moins θ point R. Mais attention, donc je multiplie R θ point par moins θ point R. Donc ça fait moins R θ point carré ER. Donc je note moins R. Attention ce terme-là. Il est piégeux. Pourquoi il est piégeux? Il y a un moins. Il y a un moins et surtout il y a un θ point carré ER. Ensuite je continue. Voilà, je ne peux presque plus terminer sur la même ligne. Donc je rajoute ici. Deuxième ligne, je continue le vecteur d'accélération. Plus Z point EZ. Attendez, les points on ne les voit pas trop là. Voilà. Ouais. Ok. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on va regrouper tout ça. On regroupe. D'accord? Donc, finalement, alors qu'un jour on regroupe, on va regrouper sur le compte radial et orthoradial. Alors, je vais mettre en rouge, mais surtout, ne l'apprenez pas par cœur. Aucun intérêt à l'apprendre par cœur. Vous demande toujours de le retrouver. Donc, A de M dans R. Donc, je vais noter ici. A de M dans R. Alors, selon ER, qu'est-ce que l'on a selon ER? Composante radiale de l'accélération. J'ai R point point moins R θ point carré. Donc R point point moins R θ point carré. Donc on aura R point point moins R θ point carré. Composante radiale de l'accélération. Ça c'est fait. Composante orthoradiale de l'accélération selon Eθ. Composante orthoradiale, on a quoi? On a R θ point θ une fois. R θ point θ deux fois. 2R point θ point. Plus R θ point point. Alors attention. J'ai deux composants. J'ai deux fois R point θ point plus R
θ point point. Ok. Ouais. Et j'oublie pas, on est en cylindrique. Parce que si je marque là, on est en polaire. Si je marque là, on est en coordonnée polaire. Alors, vous le voyez. Si j'ajoute z point point z, on est en cylindrique. Donc j'oublie pas le z point point z en coordonnée ici, cylindrique. Voilà. Et j'encadre, c'est mon résultat final de l'accélération dans la base orthonormée directe. Ici, cylindrique. Ok. Bon. Alors, pour voir si vous avez compris, ici, voilà, parce qu'évidemment, vous doutez bien qu'on va pas vous demander en colle pour déterminer l'expression du vecteur accélération de la base cartésienne. Non. Ce qu'on va vous demander, c'est retrouver l'accélération en coordonnées cylindriques et polaires. Alors, si vous savez faire celui-ci, vous saurez faire en coordonnées polaires. Vous saurez le faire. On le fait ensemble parce que des années, je ne le fais pas, je le dis à l'oral, et quand vous arrivez en colle, moi ou le colleur vous demandons déterminer A de M en coordonnées polaires, vous dites qu'on ne l'a pas vu en cours. Bon, cette année, je le mets en cours, je ne le dis plus à l'oral, donc c'est le 4e temps, expression du vecteur accélération en coordonnées polaires. Mais là, je vous laisse faire ça. Je laisse le faire, d'accord? On va voir si vous avez compris. Donc 4e temps, expression du vecteur accélération en coordonnées polaires, d'accord? Donc cette année, je le note par écrit, d'accord? Sur tous les ans, je dis, bon, en coordonnées polaires, vous retirez ça. Retirer ça. Mais là, je laisse refaire toute la démo parce que au moins vous aurez une rédaction complète cette question de cours-là en coordonnées ici polaires. Coordonnées ici polaires. Alors pareil, du vecteur position ici dans la base polaire. Donc du vecteur, donc je commence la rédaction. Hein. Donc du vecteur ici OM. Donc ici c'est RER. Voilà, position, vitesse. Je m'en fiche de la position, c'est le vecteur vitesse que je veux. Hop, hop. Donc je recommence le vecteur vitesse instantanée, ça sera mieux. Hop. Donc ça sera R point, ici ER. Voilà. Point, plus R θ point Eθ dans la base orthonormée directe polaire, donc dans la bande polaire, on en déduit, voilà, l'expression du vecteur accélération. Donc on en déduit, ici, on va directement, vous avez noté le vecteur accélération A de M dans R. Donc le vecteur accélération, voilà, ici, A de M dans R égale. Et là je vais se le faire. Donc pareil pour ceux qui sont en distance, je vous laisse le faire ici, déterminer le vecteur accélération en coordonnées ici polaire. D'accord. Et d'ailleurs le point technique il est encore en tableau, j'aurais besoin de ça. Dérivé par rapport au temps, les vecteurs unitaires de la base polaire, ER et θ. Donc vous aurez besoin de rappeler ça à un certain moment. D'accord. Donc là vous le dérivez terme à terme, hein. Ici R.ER plus Rθ.θ. D'accord, donc là, il faut voir comme un produit de 2 termes, et là comme un produit de 1, 2, 3 termes. Vous dérivez ici chacun des 3 termes par rapport au temps. D'accord? Allez-y, je vais un peu avancer. Donc A de M dans R. Donc très bien, donc là je vois, je passe dans les rangs, je vous dis pour ceux qui sont en distance. Ce qu'il faut noter, je vois des comptes de rédaction, très bien, très bien. A de M, c'est dv sur dt. Donc on définit d'abord le vecteur accélération par la dérivée du vecteur vitesse. Ok, très bien. Donc ça commence bien. Donc on dv sur dt, donc dérivée du vecteur vitesse ici par rapport au temps. Et après, quand je passe dans les rangs, certains sont déjà à l'aise avec les dérivées du vecteur vitesse, c'est bien. Très bien. Alors, ceux qui sont déjà à l'aise avec ça, ou ceux qui sont déjà à l'aise, vous pouvez le noter. Après, on va plus noter ça. Ça, on connaît par cœur. Dérivé ER par rapport au temps, ça fait θ point θ. Dérivé Eθ par rapport au temps, ça fait moins θ point ER. Après, on notera plus. D'accord. Mais uniquement ceux qui sont à l'aise. Attention, si vous ne maîtrisez pas encore, vous le notez. Il faut vraiment que ça soit bien assimilé. Donc voilà, donc on vérifie par rapport au temps R point R plus R θ point θ. Donc on aura au moins ici. Premier terme, ouais, R point point, c'est ça. Donc ici, ouais. Donc Inès nous propose, ah Inès, on y va. Très bien.
Alors on y va. Donc Inès nous propose R.R, premier terme, très bien. R.R, ouais, plus R. Oublie pas le R. C'est R. dv sur dt. Ouais. Donc premier terme, Inès nous propose R.R plus R. dv sur dt. Super. Ensuite, tu as trois termes, tu dérives un terme à la fois. Donc tu auras R. θ.E θ. Ça va. On peut rester ensemble si c'est un problème. Plus, ouais, après tu dérives θ point. Donc ça fait R. Non, après les dérivants sont pas, tu es obligé. Tu peux dériver, tu ne le mets pas. Après, deuxième terme, on va dériver ici θ point par rapport au temps. Donc on aura plus R θ point θ. Ouais, c'est bien. Plus, on y va, j'avance, Yann. Dernier terme, on aura R θ point dérivé de E θ par rapport au temps. Ok. Il faudra juste faire attention à la dérivée de E θ par rapport au temps. D'accord? Qui va vous retourner 1 ici à moins θ point E. Ouais. Bien. Très bien. Super. Donc ça c'est l'accélération radiale, orthoradiale. Deux composantes. Voilà. Et en fait vous devez retrouver le résultat, ça tombe déjà tout bien. Super. Sans erreur de calcul. Vous devez retrouver en fait le même résultat que pour les cylindriques, mais vous retirez les 7 points. Vous devez retrouver ça. Ça. Finalement. Ça. D'accord? Alors c'est un gros souci, vous m'appelez. Ça c'est la base. Hein. C'est vraiment. Parce que chapitre suivant, ça c'est le membre de gauche. Masse ou accélération égale des forces vectoriellement à droite. Donc si j'ai pas le membre de gauche qui est correct, mon équation différentielle sera fausse. Donc il faut vraiment bien consolider vitesse et accélération dans les différents systèmes de repérage. Soit vous avez ça, après on pourra faire des études mécaniques un peu plus complexes. Ok? Donc là c'est le même esprit hein, que pour Cédric tout à l'heure. Donc je suis passé dans les rangs. Là c'est bon. Donc là il n'y a pas besoin de corriger, hein. C'est exactement le même calcul que précédemment. On n'a pas Non. On a vu pour le vecteur de vitesse instantanée, on a juste besoin de soit dériver par rapport au temps de superposition, soit utiliser un vecteur de déplacement élémentaire. Ça va? Ok, très bien. Très bien. Donc, je le fais, hein, quand vous l'avez fait dans votre cours, hein, parce que souvent tous les ans, j'ai oh, c'est facile, on passe en coordonnées polaires, vous retirez juste la composante selon Z. C'est le même calcul. Là, au moins, vous l'avez dans votre cours et au moins, quand vous le rendez, vous ne serez pas surpris. D'accord, d'avoir ça comme question. D'accord? Bien. On termine juste quelque chose en cours et après on fera un petit exodélec. Là on a fini avec la théorie, on va dire, avec tous les systèmes de repérage, position, vitesse, accélération. Maintenant on va étudier des mouvements. Alors il y a trois mouvements qu'on va reprendre, vous avez étudié en terminale S, qui sont au programme de TS. Mouvement rectiligne uniforme, le MRU, mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniformément varié, on fera jeudi. D'accord? Et les mouvements circulaires qu'on fera vendredi. Donc je répète, aujourd'hui on va simplement faire le plus simple, que vous maîtrisez tous, j'espère, le mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Jeudi on fera le mouvement rectiligne uniformément varié. Et vendredi on fera l'étude des mouvements circulaires. D'accord? Donc on a revu toutes les bases de la mécanique. D'accord? Comme ça, la semaine prochaine, avec le groupe B, on fera l'étude de la dynamique du camp matériel. Donc on rajoutera dans le membre de droite, dans le PFD, des forces dit d'un point de vue vectoriel. D'accord? Donc on y va, c'est le grand 4, c'est ça. On fait des exemples de mouvements simples. Des mouvements simples, on prend la base de la mécanique. Voilà pour. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu la mécanique en présentiel dernière. Donc on reprend l'étude des mouvements simples. Et on en fait un aujourd'hui. On en fait pas plus, on ne va pas tout faire. D'accord? On en fait qu'un aujourd'hui. On fera le reste jeudi, vendredi. Donc grand 4, exemple de mouvements simples. Voilà. Donc, exemple de mouvement simple à étudier, mais vraiment très simple. Mouvement simple. Et on va faire le premier, c'est le plus simple, le plus rapide aussi. Petit 1. Étude du mouvement rectiligne uniforme, ce qu'on appelle ici le MRU. Ce que moi j'appelle le MRU, d'accord? Donc, mouvement, ici, rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Donc ce que j'appelle en 3 lettres mouvement M, rectiligne R, U pour uniforme. D'accord? Mouvement rectiligne uniforme. Alors comme rappeler une définition très rapide, hein, ce qu'est un mouvement rectiligne et uniforme. Donc ici, il faudra voir ici, voilà. Alors, un mouvement rectiligne, un mouvement est qualifié de rectiligne
si la trajectoire gamma du point M est une portion droite. Ça vous le savez. Si la trajectoire gamma ici du point M est une portion droite, voilà, est simplement une droite, voilà, donc mouvement ici rectiligne, voilà. C'est-à-dire, vectoriellement, la direction du vecteur vitesse est constante. C'est-à-dire, voilà, la direction, ça on l'a déjà vu, on remarque dans le vecteur vitesse instantanée, la direction du vecteur vitesse instantanée est constante au cours du temps. D'accord? La direction, elle est constante au cours du temps. Donc ça définit un mouvement qui rectiligne, La trajectoire ici, gamma du point M est une portion droite. Et la direction du vecteur vitesse est constante au cours du temps. Ok. En complément, un mouvement est uniforme. Un mouvement sera qualifié d'uniforme si, cette fois-ci, la norme du vecteur vitesse est constante. D'accord? Donc là, on va à l'essentiel. Si la norme, cette fois-ci, si la norme du vecteur vitesse, ici, v de m dans R, est constante. Ok. Donc si la direction est constante, si la norme est constante, vous avez un vecteur vitesse qui est constant vectoriellement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez, pour un mouvement rectiligne uniforme, un vecteur vitesse instantané qui est une constante vectorielle. D'accord? Voilà. Alors, on va le retrouver. On va faire un exemple. Donc ça, c'est la définition d'un mouvement rectiligne uniforme. On va prendre un train qui va se déplacer ici selon des rails, sur des rails rectilignes, une vitesse constante. Donc le cas le plus simple, le cas d'un train. Donc exemple de mouvement. Ici, exemple de mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc j'ai pris des conditions initiales très simples. Ouais. Donc on va prendre un train se déplaçant à vitesse constante. Donc un train se déplaçant à vitesse, on va noter la vitesse V0 constante ici. Alors quand on vous donne ça dans l'énoncé, soit vous avez ça en terminale, soit un objet, un train, une voiture se déplaçant à vitesse V0 constante. Quand on écrit ça, c'est-à-dire que c'est la norme du vecteur vitesse qui est constante et qui vaut V0. D'accord? Donc il se déplace à vitesse constante, donc à norme constante, sur des rails rectilignes. Donc sur des rails rectilignes. Voilà. Donc on a un train qui se déplace à vitesse constante sur des rails rectilignes, tel que, voilà, on vous donne son abscisse cartésienne, tel que finalement, à t égale à 0, le train soit placé en x0 d'abscisse positive. Bon, l'abscisse cartésienne, c'est-à-dire que voilà, ici quand on lit un tel sujet, d'accord, ça c'est l'énoncé, la question c'est quelle est l'équation horaire du mouvement? Je vous ai fait l'année dernière. Quelle est l'équation horaire du mouvement? Voilà. Donc question, quelle est l'équation horaire du mouvement? Donc quelle est l'équation ici horaire? Alors, s'ils sont sympas dans l'énoncé, ils vont vous rappeler que l'équation horaire ici c'est x de t. Sinon, il ne vous dit rien de plus. D'accord? Donc l'équation horaire x de t. Ici, quelle est l'équation horaire ici du mouvement? Voilà. Donc là, je vous rappelle que l'équation horaire ici c'est x de t. Donc, l'exemple le plus simple qu'on puisse vous poser en mécanique, attention, on a fait beaucoup plus compliqué en terminale, ça c'est la base, c'est le premier chapitre de mécanique, à part définir vitesse, accélération, vous avez étudié un mouvement qui est uniforme. Donc, on reprend ici, point par point l'énoncé. Il faut d'abord définir un système. On a un train. Ouais, un train, c'est un solide. Ici, d'accord, au moment de translation rectiligne, on va prendre un point matériel. On est mécanique du point. Donc, on va prendre le centre de masse ici du train, on va prendre un point matériel. Bien comprendre. On est en point matériel, on prend ici le centre de masse du train. Il se déplace ici avec une vitesse V0 constante. Donc, ici, je vais encadrer ce qui est important dans l'énoncé.
on a une vitesse dedans constante V0, et surtout, les rails sont rectilignes. La trajectoire gamma est une droite, mouvement rectiligne. La norme de la vitesse est constante, on a un mouvement uniforme. On est bien dans le cas de mouvement qui est uniforme. Et là, ce qu'on vous donne ici, ça c'est ce que j'appelle la condition initiale. Ah, ça c'est la condition initiale du problème mécanique. Sur une équation différentielle. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous avez fait ça la dernière. Et il faut déterminer à tout instant l'équation. En fait, c'est déterminer à tout instant. L'équation, c'est quoi? C'est déterminer à tout instant la piste cartésienne. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on parle d'équation horaire, l'équation horaire va paramétrer, ce qu'on appelle également les équations paramétriques. L'équation horaire va paramétrer ici entièrement le moment du point M. L'équation horaire vous donne l'abscisse du point M à tout instant. Alors bien sûr, il faut le dire, hein, que le train est assimilé à un point matériel. C'est-à-dire qu'ici, le système, donc rédaction, type, le système, ici, étudié, est un point matériel M de masse M. Autrement dit, le train est assimilé à un point matériel. Ici, son centre de masse. Voilà. Donc là, on n'a pas encore les outils pour étudier la mécanique du solide. Ça va venir. Là, on fait uniquement du point. D'accord? Ça, c'est son centre de masse. D'accord? Voilà. Le centre, ici, de masse. Ok. Bon. Système point matériel. Une fois qu'on a fait ça, on vous impose, vous voyez, ici, on vous impose un système de repérage cartésien, c'est-à-dire que le mouvement est unidimensionnel sur l'axe OX. Donc on a ici un repérage cartésien qui s'impose. Donc un repérage cartésien s'impose avec un axe de référence OX. Donc un repérage cartésien s'impose, c'est-à-dire qu'ici directement ce que je fais, c'est tout bête. Hop, un axe horizontal OX, une origine O, un vecteur unitaire EX. Ouais. Le train initialement, il est où? On va dire qu'il est là. On est en x0. Voilà. On a la position ici du point M à t égale 0. Moi, ce que je cherche, c'est la position du point M à tout instant. Tout simplement. Donc voilà, je suis ici, le train est à l'instant t, le mot x de t. Voilà. Là, j'ai traduit l'énoncé. Je fais un schéma, repérage cartésien. Alors, repérage cartésien s'impose, mais repérage cartésien unidimensionnel. Je rajoute, pardon, excusez-moi. Oui, puis après, je passe ce en distance. C'est un repérage cartésien unidimensionnel. Bon, après, ça se voit sur le schéma, hein, je pense que unidimensionnel. Oui, c'est vraiment le cas le plus simple. Hein. Repérage unidimensionnel, ici, cartésien. Bon. Bon, une fois qu'on a fait ça, on définit le système, le repérage. D'accord? Donc, système de coordonnées. D'accord? C'est-à-dire que le train ici, le point M est repéré à tout instant par son abscisse X. Ouais. Bon, on part de quoi? Vous faites comment? Vous avez fait comment la dernière? Pour établir l'équation horaire X de T. Thomas? On part alors ça, je le ferai plutôt à la fin, condition initiale, pour déterminer la constante d'intégration. On part de quoi? On part de la seule donnée, on va dire, ici, ça sera... On part de la vitesse, on la. Voilà, très bien. Bon, pour obtenir l'équation horaire du mouvement, vous avez le repérage cartésien. Vous allez ici, j'ai le fait que le train se déplace à vitesse constante, à norme de vitesse constante. C'est-à-dire qu'ici, l'énoncé suggère que la vitesse instantanée du point M est égale à V0 selon X, qui est une constante vectorielle. Donc là, l'énoncé, ici, impose, ça fait deux fois impose, bon c'est pas grave, ici, impose quoi? Que la vitesse instantanée du point M dans R, bah, elle s'écrit comment? Regardez. Alors, ici, d'accord, on a un repérage cartésien, donc c'est x point x, de manière générale, c'est x point x. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette vitesse est constante, et elle vaut V0. Voilà, bah, tout est là. Cette équation vectorielle va vous mener à l'équation horaire, et c'est quasiment fini. Parce qu'une fois que vous vous rappelez, regardez, l'expression générale de la vitesse en coordonnées cartésiennes, ça va tout le temps, x point x. Vous identifiez à l'énoncé. L'énoncé vous dit que la norme de vitesse pour V0 elle est constante. Qu'est-ce que vous faites? Vous identifiez. Tac, 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 tac. Alors déjà, on vérifie déjà une chose, que ça c'est le repérage cartésien unidimensionnel, toujours valable. Ça c'est l'énoncé, ici, donc dans notre cas. Et on remarque que V0 est constant et X est constant. Super. Donc on a une constante vectorielle. D'accord?
ici. Donc là, on trouve que le vecteur vitesse est une constante vectorielle. Une fois qu'on a ça, alors une fois qu'on a ce vecteur vitesse qui est une constante vectorielle, d'accord, puisque ici, on identifie x point égale v0, d'accord. Si la vecteur vitesse est une constante, on en déduit deux choses. On en déduit deux infos. Donc on en déduit deux informations. La première, vous n'y pensez pas forcément, si le vecteur vitesse instantanée est une constante, que dire du vecteur accélération? Nul. Voilà. Première info, l'accélération du train est nulle. Ok. Première info, vecteur vitesse, constante vectorielle. Donc vecteur accélération nul. Deuxième info, elle provient de quoi? De ça. Ça. L'identification à tout instant de x point égale v0 va vous mener à l'équation horaire. Donc deuxième information, ce que j'ai entouré en vert, x point égale v0 mène ici à l'équation horaire du mouvement. Voilà. Mène à l'équation horaire du mouvement. En effet, Victor Dezon nous propose par intégration. Il a proposé tout à l'heure, on va intégrer. Si vous intégrer par rapport au temps x point égale v0, vous avez x de t. Attention, ça vous le savez aussi, hein, quand vous faites ça, Solène. Donc par intégration, ici. Donc on va intégrer x point, je répète, on intègre x point égale v0, on obtient. Solène, je t'écoute. Si tu intègres par rapport au temps x point égale v0, juste pour voir que tu ne l'as pas oublié. Il faut surtout ne pas l'oublier. Donc tu intègres par rapport au temps x point égale v0. Le but, c'est de te mener à l'équation horaire x de t. Quand tu intègres x point, tu obtiens x de t. Ouais, donc x de t. Donc x de t égale à quoi? Yann? Non, moi c'est pour la bonne. Ah ouais, d'accord. Bon, Yann, quand même, vas-y, tu vas voir. Alors, vas-y, ce que c'est, je pense qu'elle le voit pas. V0t. Merci. Ouais. Qui a dit ça? C'est. Merci. Ouais. Merci Sylvain. Wow, j'ai peur là. Donc n'oubliez pas que vous intégrez par rapport au temps x point égale v0. C'est la base, hein, ce que vous avez fait l'année dernière. Mouvement plus simple. Vous avez x de t égale v0t plus la constante d'intégration. Et là on arrive à mes fameuses constantes d'intégration, c'est ça que je commence à m'amuser. Je notais par k, la série des k. D'accord? K, et on va indicer K1, K2, parce qu'il y a plusieurs constantes d'intégration. D'accord? Donc je vais commencer par K1. D'accord? K1, la constante, ici on n'a qu'une constante d'intégration. D'accord? Donc la constante d'intégration qu'on détermine grâce à la condition initiale, et Sylvain nous propose, merci, déterminer la constante d'intégration grâce à la condition initiale x0 égale x0. D'accord? Voilà. Donc ça on va le noter. Alors par contre, comme je vois que ce petit problème pose problème, vraiment le reprendre, vraiment. D'accord, donc je note où K1 et la constante d'intégration. Donc c'est la constante d'intégration. D'accord? Parce que là, vous avez une équation différentielle. Hein. Vous avez dit x sur dt égale v0. Hein. Ça, en mathématiques, ça revient à résoudre AY' égale B. AY' égale B. C'est une équation différentielle d'ordre 1. D'accord? Elle est toute simple, toute belle. D'accord? Et la constante d'intégration, d'accord, que l'on détermine grâce à la condition initiale. Donc que l'on détermine grâce ici à la condition initiale x0 égale x0. Donc grâce à la condition initiale x en t égale 0 égale x0. Donc sachant que x égale v0t plus k1, ça fait 0t plus k1, donc k1 égale x0. Voilà, donc bilan, conclusion. Voilà, conclusion. L'équation horaire, voilà, l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire, ici, x de t
égale V0t plus x0, qui est une fonction affine du temps. Une fonction affine du temps, donc la position est une fonction affine du temps. Paramètre, voyez, paramètre. Raison pour laquelle on parle également d'équation paramétrique. Paramètre entièrement le mouvement du point M. Paramètre entièrement le mouvement du point M. Voilà. Donc du train ici, le train est assigné à un point matériel. Donc là, une équation horaire ici. Donc là, vraiment, mouvement le plus simple, mouvement rectiligne uniforme, à maîtriser de par sa rédaction, de par son étude. On définit le système, d'accord, et surtout, on définit un repérage cartésien, ou ça dépend du problème. Donc si le repérage cartésien, et très rapidement, il faut traduire ici l'énoncé, la norme du vecteur vitesse est constant. Donc vecteur vitesse constant vectoriellement, accélération nulle, d'accord, et on a bien une équation horaire qu'on intègre par rapport au temps, par l'équation horaire qu'on obtient par intégration temporelle ici. D'accord. Surtout ne pas oublier votre constant d'intégration. Si vous l'oubliez, ça va fausser tout vos calculs. D'accord. Ça, après, vous doutez bien, vous avez fait plus compliqué dernière. Ça à une dimension, à 3 dimensions, on parle que vous prenez un objet. Vous prenez un objet, vous le lancez, d'accord, dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme, vous le lancez, et sachant que le vecteur vitesse initiale, c'est un angle alpha avec l'horizontale. Donc là, forcément, vous allez avoir 3 équations horaires, x de t, y de t, z de t. Et après, vous allez avoir des équations de trajectoire. Ça paraît que c'est simple. Hein. Pourquoi c'est simple? Il n'y a pas de frottement. Dès qu'il y aura des frottements, ça sera une prochaine. Dès qu'il y aura des frottements, Python va venir nous aider pour résoudre des équations différentielles du mouvement. S'il y a des frottements, ce sera plus compliqué. C'est-à-dire que vous maîtrisez la base, après oui l'année dernière, d'accord? On va la reprendre, on va la reprendre. Mais si on passe un mouvement ici à 3 dimensions dans le repérage cartésien, on prend un objet qu'on lance. Alors ça peut être un tir au panier, ça peut être un coup franc, ça peut être du golf, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle étude de mouvement. Mais du moment que votre objet ici soit lancé avec un vecteur vitesse initiale V0, faisant un angle, on va dire θ avec l'horizontale, vous avez 3 équations horaires, x, y, z, et ces 3 équations horaires vont vous permettre d'établir une équation de trajectoire. D'accord? Et ensuite obtenir notamment par exemple la flèche et la portée du tir, rappelez-vous. Alors ça c'est simple, vous avez tous fait, oui l'année dernière, d'accord, mais on va reprendre ici, mais déjà assurer les bases sur un mouvement très simple, un mouvement rectiligne uniforme à une dimension. Ok? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions sur ça? Donc jeudi on fera un autre mouvement, on va compliquer un peu, mouvement rectiligne uniformément varié, où cette fois-ci la norme du vecteur vitesse sera plus constante, ça sera une fonction affine du temps. Donc là forcément ce sera plus compliqué, ce sera quoi? Un objet, je le lance, verticalement. Je le lance, ça c'est un mouvement qui est rectiligne, mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Deux phases, montant, descendant. M, R, U, V. Ça sera l'étude du mouvement jeudi matin. Et ensuite tous les mouvements circulaires qu'on fera, enfin mouvement circulaire uniforme vendredi. Ok? Bien. Voilà pour le cours de ce matin. Ensuite, je souhaitais aborder avec vous un exercice, un petit exo, la fiche de TD, toujours en ELEC, on va continuer ELEC. Sur le TD11, l'exercice de fin de fiche, le 14, l'exercice numéro 14 de la fiche de TD. Donc, au tableau, l'exercice numéro 14 de la fiche de TD. Donc, moi, je vais refaire le schéma au tableau. Donc, 35, on a 10 bonnes minutes pour le faire. Enfin, pour le faire. Vous dire bien pour qu'on transfère. Donc, exo 14. Alors, je vais faire le schéma au tableau. Ça, c'est le sens. Vous n'avez pas affiché TD sur près de vous, c'est pas grave, je vais refaire le schéma.
Alors pareil, des ex de LEC, on va essayer d'étaler jusqu'au prochain DS. Hein. Prochain DS, ça sera semestre 2, début février, prochain DS. Je pense que je suis filmé. Je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est inconvénient. Gros inconvénient. Bref. Alors, on a ici Exo14, donc je refais le schéma au tableau pour ceux qui n'auraient pas lancé, que vous l'aurez resté dans leur chambre. Étude d'un filtre réjecteur de bande. Alors ça m'intéresse uniquement la première question, parce que elle n'est pas évidente. Alors vous avez un circuit RLC, hein, tout simple. RLC. Non. Non, vite. Ah, j'ai eu peur sur la batterie, non, c'est bon, c'est... Mais vous voyez, des fois, vous êtes témoin, des fois, il se coupe tout seul. Alors que je suis toujours en 4G, il coupe tout seul. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Mais c'est cassé le dos, il y a rien qui est Victor. C'est cassé. On est cassé. Ouais. De temps en temps, vous voyez, des fois, il se coupe. Comme ça à la fin, un quart d'heure à la fin. En fait, bon, il se coupe. Par contre, il faut centrer. Alors, on y va. Alors, voici, c'est bon, il y a une petite coupure. On va reprendre. Attends, je vais voir ce que je vois. Non. Donc, ouais. Non, on va peut-être comme ici. Voilà, c'est bon. C'est bon. Allez, vous m'avez retrouvé. Nickel, super. Donc désolé pour la petite coupure, hein. Rassurez-vous, rien n'est cassé, tout va bien. Donc l'Exo 14 TD11, je refais le schéma au tableau. Vous avez un simple circuit RLC alimenté par une tension sinusoïdale. La tension de sortie, encore là je vous dis dans l'énoncé, la tension de sortie étant prise aux bornes de l'ensemble condensateur bobine. Et ça se voit, la sortie est prise aux bornes de l'ensemble condensateur bobine. Montrez que h bar de Gx se met sous la forme 1 moins x carré divisé par 1 moins x carré plus Gx sur Q. Donc quand vous voyez ça, vous devez vous arranger pour avoir un numérateur réel sous la forme 1 moins x carré, x c'est oméga sur oméga 0. Et au dénominateur, la partie réelle vaut plus 1 là. La partie réelle vaut 1 moins x carré. Et la partie imaginaire vaut x sur q. Donc là, je vais chercher par exemple filtrage. D'accord, on continue. Montrer que h bar cette forme-là, sachant que US est prise aux bornes de l'ensemble. Donc là, je pense que vous avez tous, plus ou moins, je pense, la méthode. Je n'ai pas fini de corriger au volant, mais ça sera fini, je pense, aujourd'hui. Là, je pense que voilà, vous savez le faire. La tension de sortie est prise aux bornes de l'ensemble. Donc là, ce que vous faites, il n'y a même pas les déterminés sans calcul nature du fixe, c'est directement déterminé h bar. Bah, vous passez en régime sinusoïdal forcé et vous mettez deux impédances complexes, d'accord, pour avoir un diviseur de tension. Là, vous ne touchez pas, vous associez en série directement ça plus ça, et vous aurez z bar équivalent. Ça va? Tel que US bar sera égal à quoi? À z bar ec divisé par z bar ec plus z bar r fois UE bar. Allez, je laisse le faire. Je laisse avancer, pardon, sur cet exo. Donc, pour ceux qui sont à distance, pareil, faites un diviseur de tension en RSF. Et vous prenez la tension de sortie aux bornes de l'ensemble, ici, condensateur bobine. Donc là, pareil, il faut éviter absolument les lignes de calcul. Hein, parce que là, plus vous faites de lignes de calcul, plus vous aurez de chances de faire des erreurs. Moi, vous voyez, moi, ça tient en 1, 2, 3. 4 lignes, il y a 4 lignes. En 4 lignes, vous devez aboutir au résultat. 4 lignes. Encore le plus rapidement possible. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes d'accord. Donc on a diviseur de tension. En RSF. Voilà. Donc là, attention. Donc directement Z bar EC sur Z bar EC plus Z bar R fois le bar, ou Z bar EC, c'est Z bar C plus Z bar L. Hein. D'accord? Ou l'impédance, là ils sont en série. Ils sont en série. J'associe donc ici, vu qu'en série, les impédances s'ajoutent. Donc l'impédance s'ajoute, on aura Z bar C plus Z bar L. Donc ça fait J oméga L plus 1 sur J oméga C. Voilà. Et vous devez, je pense, assez rapidement aboutir à ici, donc donne directement H bar. Donc soit H bar de J oméga. Donc par définition, c'est le rapport des espions complexes.
donc US bar sur UE bar, vous devez ici aboutir à J oméga L plus 1 sur J oméga C, divisé par J oméga L plus 1 sur J oméga C, plus R. D'accord? Ici, donc, je donne directement H bar de J oméga. Vous voyez, je gagne du temps sur ça. C'est là qu'il faut être malin. Là, ouais, là, il ne faut surtout pas s'engouffrer dans des longues lignes de calcul qui ne vont pas aboutir. Là, si vous voyez, pareil, toujours s'assurer, si vous voulez faire une opération sur ce rapport, soit une opération neutre. C'est-à-dire que si vous décidez de multiplier en haut, vous multipliez en bas par la même quantité. Il faut que ce soit multiplié par 1 en finale. Mais là, ça se joue en une étape. C'est-à-dire que là, c'est quasiment fini. Mais là, je vais réfléchir. Je vais voir si certains d'entre vous, ou même à distance, si certains ont déjà trouvé une façon très simple d'aboutir à 1 moins quelque chose au carré. 1 moins quelque chose au carré. Alors, je vais réfléchir. Je passe par nous voir si quelqu'un a une idée. En Maxence me dit oui. Là, ça revient multiplié par 1. D'accord. Donc, Maxence a trouvé. Je pense que également, Jérémy voulait dire la même chose. Non? Si. Donc là, en disant pareil, il faut s'arranger pour avoir 1 moins quelque chose au numérateur. Oui? Alors, divisé par J oméga L. Ouais, essaye. Alors certains vont mettre au même dénominateur en haut et en bas. Voilà, c'est une solution. Ouais. Mais ne vous trompez pas, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Une autre solution, ici. Donc certains mettent au même dénominateur, en haut et en bas. Une autre solution serait multiplier. Ouais, bien. Tu l'as directement. Ouais. Bien Sylvain, bien. Ouais, très bien. Voilà. Donc mettre au même dénominateur, ça revient en fait à multiplier par J oméga C, numérateur et dénominateur. Donc si je fais ça, ça fait 1. J carré moins 1, moins oméga carré LC. Là, boum, 1. Là, boum, oméga carré LC. D'accord, plus J oméga LC. Voilà. D'accord? Et toujours là, ce passage un peu pénible, où est oméga 0? Où est oméga 0? Ou oméga 0 carré? Alors regardez, 1 moins x carré, ça sera 1 moins oméga sur oméga 0 carré. Si je pose ça, égal à 1 sur oméga 0 carré, ça tombe bien, je trouve exactement ce qu'il me propose. Voilà. Donc là, on pose. Voilà. Vous posez oméga 0 carré égale 1 sur LC. Ici. Et pareil, Q. Alors Q, c'est un RLC. L, oméga 0 sur R. Et après, pareil, pour multiplier Q par oméga 0. 1 sur RC. Voyons, on revient aux mêmes opérations. Donc soit... Non, ça éjecte une pulsation. Une seule pulsation, ça éjecte une seule pulsation. Donc 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré, 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré, plus J oméga, multiplié par RC, on va diviser par Q oméga 0. Voilà. Et on retrouve la forme demandée. H bar de J, 1 moins x carré, divisé par 1 moins x carré, plus J sur Q. Ok. Donc vous avez fait ça, vous pouvez faire le tableau des équivalents. Certains sont déjà en train de le faire. Tableau des équivalents. Pour avoir la lueur déjà comme de bande en période en phase. Alors attention, c'est un réjecteur de bande. C'est-à-dire qu'il va rejeter une bande de fréquence. Il va rejeter. C'est assez particulier. Ouais. C'est un réjecteur. Un passe-bande laisse passer une bande de fréquence.
Alors dites-vous, ouais, c'est complémentaire, c'est logique. Ouais, ça comprend. Est-ce qu'on prend les deux? Ouais, voilà. Un passe-bande. Un passe-bande fait ça. Un coup de bande. Il va faire ça. Passe-bande, coup de bande. Passe-bande, coup de bande. Ça va? Je vais faire les tableaux des équivalents. H bar de JX, basse fréquence, haute fréquence, X égale à 1. J'identifier le lien, déphasage. Oui. Q oméga 0. Q oméga 0 égale sur C, ouais. Comme ça, RLC série, il fera toujours Q égale L oméga 0 sur L. Bon, c'est bien ça. Alors, il y a un petit piège ici, on ne vous demande pas, mais moi encore je vous demanderai. Donnez-moi le gain G de X associé H bar. Faites attention au numérateur. On va prendre le module. Le module. Faites gaffe au numérateur. Hein. Module de 1 moins x carré, prenez la valeur absolue. Hein. Module. Hein. Valeur absolue de 1 moins x carré. Divisé par la racine de 1 moins x carré, le tout au carré, plus x2 sur q2. Mon numérateur, prenez la valeur absolue hein, pour le gain. Ok. Allez, je vais faire le tableau des équivalents. Ici. Et vous allez voir que déjà, il y a un petit souci. Pour x égale à 1. Alors vous allez voir que c'est un réjecteur de bande, en fait, vous aurez l'équation GDB égale à 0 asymptote en basse fréquence et en haute fréquence. Alors réjecteur de bande ou coupe bande, là j'ai entendu, c'est valable également aujourd'hui. Un coupe, ouais, il va faire ça, il va couper, il laisse tout passer, il va laisser tout passer, sauf une bande de fréquence. Un réjecteur, il coupe, il rejette, ou il coupe une bande de fréquence. Donc vous devez trouver GDB égale à 0 en basse fréquence, GDB égale à 0 en haute fréquence, et par contre en x égale à 1, bah vous voyez, hein, en x égale à 1, alors vous allez avoir le gain égale à 0, mais valeur de 0. Aïe, ça diverge. Là, il y aura un problème. D'accord? Pour le gain en décibels. Je vais le noter pour terminer juste au niveau du module et du déphasage, ça c'est important. Ici, attention. Attention, hein, quand vous faites les équivalents, j'ai combien de termes en haut? 1, 2, ah, 2 termes. Ah, 2 termes. 1, 2, 3, A. Alors jusqu'à présent, qu'on a fait au numérateur, il y a toujours un terme au numérateur. H0, JX sur Q, réel imaginaire. Mais là, on en a 2. Ah, mais s'il y a 2 termes, on peut les comparer entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit problème en basse fréquence et haute fréquence. D'accord? Il y a au tableau d'équivalent, attention, il n'est pas si simple que ça. Jusqu'à présent, on peut avoir sans numérateur un 1 ou sans un terme au numérateur. Là, on en a 2 termes. Mais quand vous avez 2 termes, on peut les comparer. Ah ouais, si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas trouvé le sang en basse fréquence et haute fréquence. Hein. Faites attention. Je termine juste ça. Valeur absolue. On va faire ça, je crois que ça m'arrête. Tout le monde le voit, ça? Ça, c'est pas mal, ça, pour prendre l'argument. Beaucoup plus simple que ça. Après, ça se fait aussi. Hein. Ça se fait aussi, mais c'est plus périlleux. Alors que si je fais ça, je vais refaire ça. Alors je vais refaire ça. Oui, non. Je vais refaire ça sauf pour une valeur de x. Parce que vous voyez ce que je fais, hein? Je divise numérateur et dénominateur par 1 moins x carré. Mais ce que je vous entends, c'est oh, mais ça s'annule jamais. Ben si. Si, hein, faire gaffe, hein, pour x égale à 1, 1 moins 1. 0, mais c'est clair. 1 moins 1, 0. Attention, problème. Attends, on voit dans le tableau en x égale 1, il y aura un problème pour le gain en décibels. Hein. Ça diverge. Donc si je fais ça, ça c'est plus commode pour l'argument. C'est argument de 1, moins l'argument de ça. Ça fait 0 moins l'argument de ça. Mais l'argument de ça, partielle positive. Voilà, facile. Facile. Ça c'est plus commode pour prendre l'argument. Ça c'est plus commode. Mais attention,
il faut que x différent de 1. Plus commode pour prendre l'argument. Pour prendre l'argument de alors c'est plus commode, ça va. D'accord? Mais attention, hein, si je fais ça, ouais, ça passe. Non. Pour tout x différent de 1. Pas x différent de moins 1, d'accord? C'est x différent de 1. D'accord? Pour tout x. Il faut que x soit différent de 1. Sinon, je divise par 0. Alors là, c'est le problème avec l'injecteur de bande. Il va rejeter x égale 1, donc oméga égale oméga 0. Alors ça c'est pratique, hein, juste pour l'argument, pour phi, ça fera directement moins l'argument de ça. D'accord? Donc ça fera moins l'argument du dénominateur, et ça se fait plutôt bien. D'accord? Phi 10 moins l'argument de 1 plus jq1 moins x carré, parenthèse une fois, parenthèse deux fois, ça le j, moins l'argument de ça fait moins la tangente, ici, de x divisé par q1 moins x2. Voilà. Ok. Après on y arrive au séclote, hein. Mais il faut juste penser à permuter le parti imaginaire. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui. D'accord?